Madame, la parole est à Monsieur Gilles Lurton pour le groupe UMP. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui reprend exactement le même principe que les accords compétitivité-emploi du précédent gouvernement, accords condamnés en son temps avec force par l'actuel président de la République. Et un tel accord n'aurait pu être envisagé sans la loi Larcher du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social. Sur la base de cette loi, le gouvernement Fillon avait défini le principe général d'un accord collectif pour diminuer ou augmenter le temps de travail en fonction des besoins de l'entreprise. Ce sont aujourd'hui ces accords compétitivité-emploi, rebaptisés en accords de maintien dans l'emploi, que nous examinons, une sémantique différente pour un même principe. Ces quelques points rappelés, je reconnais dans la méthode employée une nouvelle étape de la démocratie sociale qui ne peut cependant se soustraire au rôle du Parlement et à sa capacité de l'amender. Dans un contexte de crise grave, face à un taux de chômage record depuis 1997, cet accord me semble aller dans la bonne direction. Son objectif est de permettre aux entreprises, syndicats et chefs d'entreprise de mieux anticiper et préparer les évolutions tout en préservant l'emploi. Je soutiens ainsi les dispositions concernant les accords de maintien dans l'emploi. Elles s'imposeront au contrat de travail et en cas de refus de la diminution du temps de travail et de la rémunération du salarié, la rupture du contrat de travail sera le licenciement économique avec une cause réelle et sérieuse. Les dispositions sur la mobilité au sein des entreprises constituent également une innovation intéressante qui sécurisera le développement de cette pratique. La création de droits rechargeables en cas de retour à l'emploi pendant une période de chômage me paraît être une réelle avancée pour les demandeurs d'emploi, sous réserve qu'elle n'augmente pas le déficit de l'UNEDIC. Cet accord, qui manifeste l'esprit de responsabilité de l'ensemble des signataires, doit donc être salué pour ses avancées. Aussi, notre volonté sera de ne pas le dénaturer au cours de la discussion, mais de le perfectionner afin que cet outil remplisse pleinement son objectif d'amélioration de l'emploi. Pour autant, il me paraît grandement insuffisant par rapport à la gravité de la situation économique de notre pays. Le texte introduit la généralisation de la complémentaire santé pour l'ensemble des salariés, soit plus de 4,5 millions actuellement non couverts. Les partenaires sociaux avaient privilégié la liberté de choix de l'entreprise assurantielle. Or, le projet de loi prend une disposition contraire à ce principe en prévoyant la possibilité d'une clause de désignation pour le choix de l'assureur. Celle-ci aura inévitablement pour effet d'imposer un opérateur aux entreprises d'une même branche et de faire perdre à toute une série de mutuelles moins importantes les parts de marché auxquelles elles pouvaient alors prétendre. C'est 30 000 emplois qui sont menacés, loin de l'objectif recherché. Mon temps ne me permet pas d'être trop long. Je souhaite cependant mettre l'accent sur un point concernant la taxation des contrats courts. En effet, des exemples récents nous montrent que certaines entreprises, parfois publiques, ont pu abuser de ce type de contrats, mais il ne faudrait pas non plus les priver de recourir à ces contrats à durée déterminée pour des périodes de remplacement ou pour des périodes saisonnières. C'est aussi un moyen de permettre à des personnes de retrouver du travail. Nous aurons aussi à être vigilants sur l'article 8 qui prévoit la durée minimale d'activité de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel. Cette mesure est totalement inappropriée à certaines catégories de professions comme celle des services à la personne. Ce texte n'est donc pas suffisant pour la restauration de notre compétitivité. Il ne bénéficiera pas aux demandeurs d'emploi puisqu'il vise surtout à éviter à ceux qui en ont un de le perdre. Pour créer de nouveaux emplois, il faudra accepter de faire sauter d'autres barrières qui sclérosent depuis trop longtemps notre marché du travail. Je formule le vœu que cet accord y contribue, mais malheureusement, votre gouvernement, en supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires, a lourdement porté atteinte à cette relance. Par cette décision, vous avez découragé bon nombre de salariés, souvent modestes, qui trouvaient dans les heures supplémentaires un moyen d'améliorer leur pouvoir d'achat. Nous sommes cependant dans une opposition constructive, soucieuse de voir redémarrer notre économie et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est notre préoccupation principale, c'est en tout cas ma préoccupation principale. Les partenaires sociaux sont parvenus le 11 janvier dernier à un équilibre difficile à trouver. Il nous appartient aujourd'hui de le retranscrire dans la loi, cet équilibre global. Si nous souhaitons que la méthode perdure, que le dialogue social engagé se poursuive, il est important de respecter leur travail.
Vous nous avez dit, monsieur le rapporteur, que vous aviez la volonté de poursuivre la concertation avec les partenaires sociaux tout au long de ce débat. Pour ma part, j'ai également été saisi par les syndicats signataires de leur volonté que nous respectons l'accord. Mon vote dépendra donc de la capacité du Parlement à ne pas le dénaturer, mais à accepter aussi un certain nombre d'amendements susceptibles de l'améliorer. Je vous remercie de votre attention.